Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 151e Sitrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les internautes qui nous suivent, qui nous suivaient depuis un certain temps et tous les nouveaux. Je vous souhaite un bon suivi et puis j'espère pouvoir vous apporter des informations pertinentes, importantes, que vous n'entendrez jamais d'ailleurs sur les médias mainstream. Donc, bienvenue à vous tous. Alors sans transition, nous allons parler tout de suite de la Syrie et c'était notamment récemment l'anniversaire de la création de l'armée arabe syrienne. Alors est-ce que tu peux nous parler des festivités Oui, qui de ont cet lieu? événement important, bien sûr. Alors, aujourd'hui, le 1er août, c'est la journée de la fondation de l'armée arabe syrienne au moment de l'indépendance, donc en 1946, 45, 46. Et aujourd'hui, donc, c'est le 78e anniversaire de cette armée qui a toujours combattu pour la défense de la souveraineté nationale, la défense du pays. Je vous rappelle que la Syrie a été occupée a été sous mandat français, donc occupée par la France depuis 1920 à 1945. En 1945, il y a eu la signature de l'indépendance et puis en 1946, c'était effectivement le départ des soldats français de tout le pays. Déjà, donc en 1945, l'armée française a déjà bombardé aussi le Parlement syrien et a tué la garde nationale du Parlement parce qu'ils ont refusé de hisser le drapeau français sur le Parlement syrien. Donc, il y a eu 27 morts et voilà. Donc, cette armée a commencé effectivement dans la bataille immédiatement, dans le sang et après, donc tout de suite en 48, il y a eu la guerre avec Israël qui venait grignoter et Israël qui a été le fruit comment dire, des attaques en fait des hordes. La Palestine était sous mandat britannique, hein, et donc il y a eu sous le mandat britannique tout un tas d'attaques de hordes sionistes, les Haganah, les groupes Stern et Ergun, qui ont commis de grands massacres en Palestine avec la complicité de l'occupant britannique, hein. Et en 1948, il y a eu la déclaration justement de cet État fantoche avec aussi la complicité des Nations Unies, qui est l'État d'Israël, bien sûr avec les accords de tous les pays arabes à l'époque, mais en fait, très peu de ces pays étaient indépendants. Il n'y avait que la Syrie, le Liban qui étaient déjà indépendants. Rappelons que au vote à l'ONU, ça s'est joué à assez peu de voix d'ailleurs, le vote en faveur de la création de l'État d'Israël, et que malheureusement la France et l'URSS, pour lesquels on n'attendait pas forcément un vote favorable, on attendait plutôt une désapprobation, voire une abstention, malheureusement ont voté en faveur de la création de l'État Tout à d'Israël. fait. Tout à fait. Alors, depuis ce temps, en fait, cette armée héroïque syrienne, depuis ce temps, l'armée syrienne, arabe syrienne, se bat effectivement pour la défense du pays, pour la défense de la Palestine. Bien sûr, l'armée pour la Syrie, la Palestine a toujours été un point important de la défense de la patrie. Ben, je voudrais aussi rappeler que la Palestine est une partie intégrante de la Syrie avec la Jordanie, était une partie intégrante de la Syrie avec la Jordanie, le Liban
Et la Syrie, c'était que cette division avait eu lieu en 1916 par le traité Sykes-Picot entre la France et l'Angleterre, qui a divisé effectivement les différents mandats et qui a divisé cette région. Inutile de vous dire que les velléités et les plans coloniaux dans notre région depuis 100 ans et depuis plus ont toujours été divisés, divisés, divisés. Et donc là, on voit les dernières attaques depuis 2011, le tristement célèbre printemps arabe, vise aussi à diviser la Syrie, vise à viser à encore atomiser d'autres pays arabes et tous les pays arabes. Fort heureusement, la résistance du peuple syrien, la résistance de son armée, de son peuple, et puis de sa direction ont fait que ce plan de division, de destruction des pays arabes et surtout dans la région appelée Moyen-Orient, qui est la région du Levant, en fait, Bilad Sham, ce plan américain occidental a échoué. C'est la raison pour laquelle, en fait, il a échoué, parce que la Syrie a résisté, parce que l'armée syrienne a défait les 360 à 400 000 terroristes qui nous ont été dépêchés par les pays occidentaux, des terroristes sous des appellations différentes, Al-Nusra, Al-Daesh, Tahrir al-Sham, etc., qui étaient dotés des armes les plus sophistiquées, dirigés par les services de renseignement du Mossad et de l'OTAN. Et en fait, ils ont été défaits grâce effectivement à la résistance du peuple syrien, de l'armée syrienne, et aussi à l'aide de nos alliés qui sont depuis le début, donc l'Iran, le Hezbollah qui s'est battu à nos côtés, le Hashd al-Sha'bi et la résistance irakienne aussi qui s'est battue à nos côtés, nos amis russes qui se sont joints à nous sur la demande de l'État syrien en 2015, grâce aussi à leur soutien, au soutien de la Chine et de la Russie au niveau des conférences internationales, grâce aux vétos, aux 8 vétos, aux nombreux vétos, je dirais, chinois et russes, donc au Conseil de sécurité, qui empêchait l'invasion de la Syrie de manière directe. Donc tout ceci a fait que la Syrie a triomphé et a pu que l'État légitime syrien a pu recouvrir je dirais les 90% du territoire syrien. Et il reste encore deux poches terroristes très importantes, deux poches, une à Al Jazeera, qui est l'ensemble du département, qui est un grand département quand même, qui est à l'est de l'Euphrate et qui se trouve entre le Tigre et l'Euphrate, donc à la frontière irakienne, et à l'ouest de la Syrie, donc qui se trouve entre Alep et la mer et Idlib, donc où il y a des factions terroristes. Je rappelle aussi que Israël occupe le Golan syrien depuis 67, avec cette guerre qu'ils appellent guerre éclair, en fait, qui a duré 6 jours, mais qui n'était pas que Israël, mais c'était aussi l'ensemble des pays occidentaux. C'était Israël, la France, l'Angleterre, avec les États-Unis, qui se sont attaqués à la Syrie et à l'Égypte essentiellement, et puis la Palestine, et qui ont occupé donc une grande partie de la Palestine, ajoutée au Golan, et une partie du Sinaï, une grande partie du Sinaï égyptien, qui est une partie qui est encore occupée. Alors bon, bien sûr, tout ça c'est important de voir. Il y a des parties qui ont été libérées, mais tout le reste est encore à libérer.
est occupée par l'État sioniste d'Israël, qui est soutenu par les Américains et par les pays de l'OTAN. Mhm. Voilà. Donc cette armée syrienne, elle a donné aussi nombreux martyrs, nombreux blessés. Elle s'est battue héroïquement contre toutes ces forces terroristes qui sont soutenues par tous les pays occidentaux pendant les 12 dernières années, donc depuis 2012 jusqu'à présent, qui continuent. Aujourd'hui, en fait, ces derniers temps, on en avait parlé déjà la dernière fois, que les États-Unis sont tellement enragés de voir les pays arabes se diriger vers la Syrie, reprendre des relations normales, que la Syrie soit réintégrée dans la Ligue arabe et ils ont à nouveau réactivé Daesh, ils sont en train de renforcer aujourd'hui leur position donc Al Jazeera et aussi ils sont en train de renforcer ce qu'ils appellent les sanctions, qui ne sont que des mesures unilatérales pour étrangler le peuple syrien, des mesures unilatérales criminelles d'embargo et de blocus total sur la Syrie qui visent effectivement le peuple syrien, qui visent à l'affamer, qui visent à le pas seulement à l'affamer, mais à le priver de tous les moyens de subsistance et à le priver aussi d'électricité, d'eau, etc. Mhm. Donc, on y reviendra quand on va parler là tout de suite de la situation dans le nord-est de la Syrie. D'ailleurs, on peut y aller directement, Oui, oui, si oui. tu veux On bien. va parler tout de suite des manœuvres américaines dans la région de Hasake, et notamment de Ouais. manœuvres de drones américains. Et ces drones ont été approchés par des avions russes hein, qui, sur le plan du droit international, on rappelle que les avions russes ont le droit d'être là, alors que les drones américains n'ont pas le droit d'être là. Mais malgré ça, donc les Américains se sont plaints des manœuvres russes. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, ce que je voudrais dire, la situation dans le nord-est de la Syrie, d'une part, et dans le sud-est de la Syrie, il y a deux bases américaines. Une base à El Tanf, en fait, qui est carrément sur la voie rapide qui relie la Syrie à la Jordanie et à l'Irak. Et les Américains ont créé une base là sur cette route qui vise à empêcher effectivement la circulation des biens entre les trois pays. À côté de cette base Al-Tanf, il y a un camp de réfugiés qui devient leur vivier pour les terroristes, qui est le camp Al-Rukban. Et Al-Rukban est à côté, donc les Américains recrutent régulièrement des gens obligatoirement, en fait, ou pas, avec leur volonté ou pas, des, des gens dans le camp Al-Rukban, ils les organisent, ils les entraînent dans la base Al-Tanf et les envoient en mission en Syrie, en Irak, etc., un peu partout dans la région. De la même manière, alors dans le nord de la Syrie, le nord-est de la Syrie, les Américains ont planté leur base hein, comme par hasard autour Des des puits de puits de pétrole. pétrole et de gaz. Voilà, Al-Omar et Koniko. Et aussi à côté, il y a le camp Al-Hol qui abrite aussi les terroristes de Daesh qui sont sous la surveillance de FDS, qui sont les alliés, les mercenaires alliés des États-Unis. Donc ça, c'est la situation. Donc régulièrement, il y a des recrutements, des entraînements, etc. Mais aussi, de l'autre côté, de temps en temps, il y a des attentats contre l'armée arabe syrienne qui est dans le secteur. Il y a des attentats contre
les malheureux paysans qui cherchent à grouper les truffes, qui sont une alimentation importante dans le désert, et ils se font quand même tuer avec des balles dans la tête parce qu'ils cherchent les truffes, hein. Pas parce qu'ils cherchent les truffes, mais c'est du terrorisme en fait, et qui vise effectivement à affamer la population. L'eau est coupée régulièrement sur la ville de Hasakeh. Aujourd'hui, avec une chaleur qui fait 47 degrés à l'ombre, là, l'eau est coupée depuis 6 mois. Et elle arrive 2, 3 jours et puis elle est à nouveau coupée. L'eau potable, hein. Les eaux de l'Euphrate aussi sont diminuées parce que la Turquie a mis barrage sur barrage et puis elle bloque l'eau en fait qui normalement l'eau de l'Euphrate et du Tigre qui doivent être à un débit important, un certain débit selon les traités internationaux. Et la Turquie fait fi de tout ça avec la complicité américaine. Actuellement, les Américains sont en train de renforcer leur présence en Syrie. 2500 soldats nouveaux ont été dépêchés à cette base, hein. Du côté irakien, il y a la base aussi illégale. Toutes ces bases sont illégales. Et du côté irakien, il y a la base Al-Shadadi, qui est aussi une base américaine, hein. Et ils sont toujours tous les jours en train de piller le pétrole syrien, le pétrole et le gaz syrien. Je voudrais vous dire quand même qu'il y a tous les jours, 40 à 50 à 60, parfois 100 citernes qui partent pleines du pétrole syrien, qui partent via le passage vers l'Irak, donc vers la base El-Shadadi, et après ça passe par la Turquie, et ce pétrole est vendu à l'extérieur, où il est donné aux terroristes qui le vendent très cher à n'importe qui, c'est-à-dire ils peuvent le vendre à Israël, ils peuvent le vendre à la Turquie. On dit que de toute façon, le fils d'Erdogan, Bilal Erdogan, est trempe complètement dans cette corruption de la vente du pétrole syrien euh, qui est pillé et volé, effectivement. Et donc là, dernièrement, donc on revient vers les manœuvres américaines. Donc ils ont décidé de faire des manœuvres pour montrer leur force dans la région nord-est de la Syrie. Et il faut dire quand même qu'il y a une présence aussi russe dans la région. Et ils ont commencé peut-être à s'attaquer, pas peut-être, apparemment, à se rapprocher de la présence russe, et ce qui fait que les Russes, effectivement, ont fait il y a eu des avions russes qui ont interdit aux drones américains de survoler leur base et leur camp. Donc, et puis là, les Américains se plaignent de ça, mais en fait, de toute façon, les Américains n'ont pas à se plaindre parce que de toute façon, en toute leur présence, ils sont complètement illégitimes et il faut qu'ils partent, hein. Dernier point, alors tu parlais de l'ouest de la Syrie, on parle du pillage. Alors de la même manière, en fait, que le pillage des produits pétroliers et gaziers, il y a pillage des récoltes. Là, on est dans la période des moissons, et donc les Américains, ils obligent aussi les paysans à leur donner leur moisson, et ceux qui ne peuvent pas, ceux qui refusent, ils sont malmenés, ils sont kidnappés, leurs enfants sont kidnappés et enrôlés de force aussi dans les forces FDS. Et alors, sinon, leur champ complètement brûlé, incendié. De la même manière, dans l'ouest de la Syrie, il y a eu des drones
temps des bombes à phosphore qui ont provoqué de graves incendies de forêts dans toute la région au nord de l'Ataké. Les forêts ont brûlé pendant des jours et des jours et les incendies, comment dire, les pompiers avaient beaucoup de mal à maîtriser le feu à cause de la chaleur d'une part et à cause des vents d'autre part. Donc les incendies s'étendaient pas seulement aux forêts, mais aussi aux arbres fruitiers, aux maisons des gens. Il y a aussi des maisons, comment on appelle ça, les serres en plastique pour les légumes et les fruits, etc. Il y a eu de graves destructions. Je crois que les feux ont été en grande partie maîtrisés avec l'aide de l'armée, avec l'aide des pompiers et l'aide des pays voisins aussi. Le Liban a apporté son aide et bien sûr, même la Grèce a donné un coup de main pour, pour la Grèce. Ouais, a donné un coup de main pour éteindre les incendies. Mhm. Donc, franchement, c'est que des destructions et tout ça contre le peuple syrien. Mhm. Alors, Voilà. concernant les drones américains qui ont été approchés par des avions russes, tu me précisais que pendant le sommet Russie-Afrique, qui a eu lieu récemment, la Russie a précisé qu'elle ne cherchait pas la confrontation avec les États-Unis en Syrie. Oui, elle a dit, elle ne cherchait pas particulièrement la confrontation avec les États-Unis, mais s'il le faut, il ne lésinerait pas. Mhm. Donc, c'est en fait, bon, euh, je dirais, c'est quand même un message qui est très important et qui est très fort en même temps, qui va en même temps que le message qui concerne quand même les armes nucléaires, où il disait effectivement les armes nucléaires que nous déployons en Biélorussie, tactiques, les nucléaires tactiques, donc des petits nucléaires. Ils disent, ils sont la réponse au déploiement de toutes les têtes nucléaires qui ont été déployées dans toute l'Europe et par les pays de l'OTAN et par les États-Unis. Donc nous arrêterons, nous enlèverons les têtes nucléaires en fait de la Biélorussie lorsque la totalité des armes nucléaires déployées autour de la Russie par les États-Unis seront enlevées. Mhm. Donc, message pour message. Et en même temps, je dirais, ce message arrive au moment où le ministre des Affaires étrangères syrien a rencontré longuement le ministre des Affaires étrangères iranien. Donc, il y a eu une rencontre importante à Téhéran qui a duré et qui a approfondi les comment dire, les questions et l'examen des questions de sécurité dans la région, pas seulement de sécurité, mais aussi de Souveraineté. stabilité, mais aussi de vie et de souveraineté, de vie du peuple syrien, parce qu'aujourd'hui, avec, bon, on a, euh, avec les sanctions, entre guillemets, qui ne sont pas des sanctions avec l'embargo sur la Syrie et ce blocus, le peuple syrien souffre énormément. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de fuel.
même les produits agricoles qui sont produits en Syrie ne peuvent pas arriver au lieu de consommation, du lieu de production au lieu de consommation. Et il y a une détérioration importante de la livre syrienne, très très grave. Aujourd'hui, le dollar arrive à 12 000 livres, 12 000 livres syriennes, alors qu'il était 50 livres, hein, le dollar. C'est quelque chose, c'est quand même une très grosse détérioration. Le niveau de vie des gens est en train de baisser. Quand vous pensez que les, le salaire des fonctionnaires ou le salaire d'un professeur d'université est de 150, 200 000 livres, à quoi ça sert le dollar est à 12 000 livres, donc toutes les denrées alimentaires deviennent presque impossibles à atteindre. Quand je dis la Syrie est un pays agricole, effectivement, mais quand on ne peut pas cultiver, parce qu'on n'a pas d'essence pour les tracteurs, quand on n'a pas d'essence pour le transport des produits cultivés sur place pour les amener vers le marché de consommation, quand on n'a pas... En fait, ça, ce sont des mesures criminelles comment dire, de tuer à petit feu tout un peuple, c'est en fait un génocide total voulu par les Américains pour le peuple syrien. Sachant qu'il y a eu, après les 12 années de guerre, quand même l'année dernière, cette année en février, un énorme séisme qui a encore détruit des choses et des quartiers à Alep. Donc, il a détruit beaucoup de choses et même des hôpitaux et des structures et encore l'infrastructure qui a été détruite. Et aujourd'hui, impossible de pouvoir reconstruire quoi que ce soit si on ne peut pas avoir les moyens de construire. Donc, les produits de construction, les matériaux de construction et le matériel pour la construction. Et ça, c'est très important. Donc, sans parler d'affamer le pays, sans parler de toutes ces incendies qui ont ravagé les récoltes et puis les arbres fruitiers. Donc, il y a vraiment une entreprise de génocide total du peuple syrien. Mhm. Donc, il Pour était revenir important à de la faire visite, quelque chose. Et pardon, Aïssar, pour revenir à la visite du ministre des Affaires étrangères syrienne en Iran, et il a ouais. été également question du soutien évidemment à la résistance palestinienne. Donc, en fait, c'est ça, comment dire, les points qui ont été effectivement discutés, c'est le soutien à la résistance palestinienne, c'est aussi l'aide à la Syrie pour sortir, c'est le soutien au niveau de la souveraineté, c'est la nécessité totale de mettre les Américains dehors, parce que ce sont les pilleurs et c'est eux qui détériorent la stabilité et la possibilité de vie dans la région. C'est aussi le constat qu'Israël est aussi est un facteur d'instabilité et de terrorisme dans la région qui est très important, donc il faut le combattre, hein. Et que, en dernier lieu aussi, il est important de mettre presque un ultimatum aux forces américaines pour quitter immédiatement la Syrie. Donc en fait, c'est dans le communiqué final, ça a été nous sommons les Américains à partir avant qu'ils ne soient obligés de partir, avant que nous les obligions à partir. De toute façon, ils seront obligés de quitter. Et sinon, ça veut dire que, en fait, les opérations de force de résistance vont aller crescendo contre les bases américaines. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu plusieurs attaques aussi des forces contre ces bases américaines qui sont à la fois à Al-Tanf et à Conoco et
chez Dadi, mais là, c'est vraiment une mise en garde, un message très fort, je dirais, qui est envoyé aux Américains. Mhm. Alors, Donc, voilà. on va s'intéresser maintenant au Liban, puisqu'il y a toujours une vacance de la présidence dans ce pays. Et malheureusement, maintenant, il s'agit également d'une vacance de la présidence de la Banque centrale. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette situation délicate? Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour effectivement de Riyad Salamé, en fait, de son mandat dans le directeur de la Banque centrale libanaise. Aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y a pas eu, en fait, cette vacance, je dirais, au Liban, absence totale de président de la République, et peut-être on va aller vers une absence de directeur de la Banque centrale. Est-ce que ça va être un renouvellement du même? Je voudrais dire quand même que ce Riyad Salamé, il est poursuivi pour corruption un peu partout. En fait, en Europe, il est poursuivi, mais les Européens le soutiennent. Les pouvoirs européens le soutiennent. Il est l'allié de la Banque mondiale, en fait. Hein. C'est même leur bras droit, je dirais, au Liban, du FMI, pardon. Et donc là aussi, en fait, est-ce qu'il va y avoir un vide au niveau de la Banque centrale où un de ses adjoints va aussi le remplacer? En fait, il y a peu de temps, ses adjoints ont fait une sorte de, comment dire, une déclaration en disant que ils sont prêts à le remplacer. Et puis voilà, bon, mais ce sont quand même les mêmes, du pareil au même, on va dire. Hein. Mais bon, bah, il y a toujours cet état de vide, malheureusement, donc dans les instances libanaise, alors qu'il y a eu des offres importantes de la part des Iraniens pour la production d'électricité, pour l'aide au fuel, en carburant. Et il y a eu aussi des offres chinoises importantes pour la reconstruction du Liban, et aucun responsable n'est capable de signer quoi que ce soit parce que les Américains bloquent complètement la situation. Il faut savoir que lorsque alors Hezbollah avait promis que de toute façon il y aurait de l'essence qui va venir, et effectivement ça a été transporté, offert par l'Iran, et le fuel est arrivé au Liban. Tout de suite, l'ambassadrice américaine a bougé en disant oh non, bientôt il va y avoir un accord pour qu'il y ait de l'électricité de fuel qui viendrait de l'Égypte via la Syrie et la Jordanie, etc. Et puis, rappelez-vous, à ce moment-là, il y a eu immédiatement une réunion des ministres des 4 pays concernés. Tout a été fait mais en fait, rien n'a avancé parce que les Américains ont bloqué à nouveau, et surtout, ils ont réussi à bloquer la signature de l'offre chinoise et de l'offre iranienne. Donc, en fait, on voit qu'il y a toujours comment dire, un coup de force, en fait, et puis un bras de fer qui se joue dans la région. La Syrie, le Liban en sont les points focaux, en fait. Hein. Et ça continue pour que les Américains et les Occidentaux, d'ailleurs, sous le vocable alliance, les alliés des Américains pour combattre le terrorisme, alors que ce sont eux qui créent le terrorisme et c'est eux qui provoquent la débandade. Mhm. Donc voilà. Alors, puisqu'on parle du Liban, on va parler également
du camp Al-Helul où un responsable du Fatah a été assassiné récemment. Et s'en est suivi une confrontation entre plusieurs factions palestiniennes et le Fatah. Est-ce que tu peux nous parler de cette guerre fratricide? Alors, ça aussi, le coup de Ain el-Helwa qui a tout d'un coup éclaté dans le camp de Saïda, en fait, dans le sud Liban, où les Palestiniens s'entretuent, où un responsable du Fatah a été assassiné. On a présumé qu'il y avait une personne qui l'a assassiné, et donc d'un autre groupe qui s'appelle Jund de Sham, en fait, qui est censé être, qui ne fait pas partie en fait des groupes de la résistance. Mais Jund de Sham, ils sont bon, moi, je m'abstiens de commenter, mais pour moi, c'est un coup monté par les Américains encore pour déstabiliser, enfin, les Américains ou les sionistes, etc. Et Dieu sait s'il y a des pro-sionistes ou des sionistes au Liban. Donc, c'est une affaire qui est facile à allumer. Et quand c'est comme ça, c'est toujours facile d'allumer le feu. Et une fois c'est parti, euh, ça prend des mesures incroyables, hein, surtout quand il y a une volonté pour que ça prenne des mesures incroyables. Donc là, ça fait plusieurs jours, 2, 3 jours, où il y a eu quand même, bien sûr, pas mal de médiation. Il y a eu énormément il y a eu quelques délégations qui visaient à créer une sorte de cessez-le-feu et puis d'arrêter les combats au sein du camp, parce qu'en plus le camp il est habité et comme on sait tous que les camps sont toujours les habitations sont très denses, il y a beaucoup de gens en même temps au mètre carré. Et là, il y a beaucoup de victimes, mais il y a aussi beaucoup de destruction de biens. Il y a 3, 4 maisons qui ont été détruites, des gens qui se retrouvent sans rien, et les habitants qui commencent à quitter le camp pour s'exiler ailleurs aussi et trouver un lieu sain et sauf, hein, pour pouvoir dormir, pour pouvoir continuer leur vie. Donc là aussi, c'est une diversion qui est créée de toutes pièces et qui malheureusement a pris feu, je dirais. Hmm. Alors on va se Voilà. tourner maintenant vers Israël et la Palestine, puisque il y a malheureusement des prisonniers détenus par la police palestinienne, des prisonniers appartenant à certaines factions palestiniennes, et cela pose quelques problèmes à ces factions évidemment. Est-ce que tu peux nous parler des tensions que ça a générées récemment? Alors, en fait, suite à tout ce qui s'est passé, en fait, euh, euh, entre Palestiniens, la nécessité de affirmer, en fait, à plusieurs reprises de reprendre le chemin de la lutte armée. Alors, il faut dire quand même que ces derniers mois, il y a eu de grandes agressions israéliennes contre le peuple palestinien. Et les jeunes ont résisté et résistent toujours. Il y a eu au niveau des camps, il y a eu quand même l'opération héroïque de Jénine, il y a eu les opérations héroïques à Al-Quds. Même Abu Mazen est allé à Jénine pour saluer et soutenir la population de Jénine. Il y a eu différents appels pour qu'il y ait une réunion importante au sommet de l'ensemble des organisations palestiniennes pour qu'elles se mettent ensemble, parce qu'il y a eu une initiative algérienne pour en finir avec les divisions palestiniennes. Il y a eu une initiative algérienne, il y a eu une initiative égyptienne, une initiative saoudienne. Et là, c'est à l'occasion d'une initiative saoudienne pour unifier les positions des Palestiniens, pour en finir avec la division. Il y a eu une invitation de l'ensemble
des organisations palestiniennes et puis les organisations, les dirigeants intermédiaires pour se mettre d'accord sur une feuille de route et puis sur un plan, en fait, un plan d'action qui permet d'aller vers une libération de la Palestine. Et en fait, la force était de constater que euh, l'organisation comment elle s'appelle, Jihad islamique, elle a refusé d'y aller, mais elle refuse pas d'y aller, elle refuse d'aller tant que les militants de Jihad islamique de Jénine sont en garde à vue et sont détenus par la police palestinienne. Et donc, en fait, des militants du camp de Jénine sont détenus par la police palestinienne. Et donc, il disait que c'est important et il a demandé leur libération. Et Abou Mazen a refusé. Ils sont détenus à la demande d'Israël? Ben, ils sont détenus par la police palestinienne. Alors, bien sûr, c'est à la demande d'Israël. Ou, de toute façon, et ça fait plusieurs fois qu'il y a des réunions pour que l'autorité palestinienne, en fait, toutes les autres organisations exigent de l'autorité palestinienne de dénoncer les accords d'Oslo et puis de dénoncer surtout arrêter la coordination de la police palestinienne avec la police israélienne. Et rien n'a avancé à ce niveau. Donc, ils écrivent, ils s'engagent, ils écrivent, mais sur le terrain, il n'y a rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, cette réunion, elle n'a rien donné à nouveau. Et c'était un échec, malheureusement, total. Et par contre, on constate clairement qu'il y a deux lignes totalement opposées ou qui ne peuvent pas se réunir. Entre une ligne qui pense qu'effectivement, on peut construire la Palestine avec des discussions avec les Israéliens, surtout même avec un État comme le gouvernement actuel qui est d'extrême droite et c'est l'occupant israélien, et une autre voix qui voit que clairement on ne peut libérer la Palestine que par la lutte en continuant aussi par la lutte armée parce que on a vu, ça fait depuis la signature des accords d'Oslo jusqu'à aujourd'hui, la vie des Palestiniens n'a fait qu'empirer. La colonisation n'a fait qu'augmenter et grignoter de plus en plus de terrain, qu'il n'y a pas un seul Palestinien qui est respecté et qui a des droits sur ce terrain, sur cette terre qui est la sienne, et que tous les jours, il y a des violations de domicile, des violations des violations de leur culture, de leur lieu de travail, etc. Et puis on ravage leur culture, on brûle les oliviers, il y a les colons qui envahissent même les mosquées systématiquement sous la protection de l'armée israélienne. Donc ça, tout le monde le voit. Et tout le monde voit qu'on ne peut avoir absolument aucun accord avec cet État, avec l'État israélien tel qu'il est, quoi. De toute façon, mais même avec les États d'avant qui prétendaient être de gauche et démocratiques, etc. Alors maintenant, effectivement. J'ajouterais que donc effectivement il y a un nombre de Palestiniens et au-delà qui se rendent compte que c'est par la lutte armée, mais pas uniquement, c'est également par le rapport de force, c'est très connexe à la lutte armée, et Nasrallah incarne bien cette carte du rapport de force. C'est pas uniquement la victoire de 2005-2006, c'est également le rapport de force que Nasrallah a réussi à établir vis-à-vis d'Israël. Oui. Absolument, pas seulement Hezbollah, mais aussi l'ensemble de l'axe de la résistance. Donc, c'est sûr. Et donc, c'était important de profiter de la présence et du soutien de l'axe de la résistance pour aller vers une libération de la Palestine.
Mhm. Alors, nous allons parler sans transition maintenant de géopolitique, si tu veux bien, car il nous reste plus qu'un Moi, quart je d'heure. voudrais quand même parler Il nous reste plus d'Israël qu'un quart aussi. d'heure à rester Ouais, ensemble. On va parler oui, effectivement d'Israël et des bah manifestations oui, contre la réforme parce que judiciaire. Israël, ils entament quand même leur 30e semaine de manifestations violentes et leur refus d'aller dans l'armée. Il y a de plus en plus de personnes qui refusent d'aller à son service de l'armée parce que tout le monde est réserviste en fait dans l'armée israélienne. Le peuple entier est considéré comme réserviste. Donc quand il y a des responsables, des aviateurs qui refusent d'y aller, il y a tout le monde, tout un tas de spécialités, d'officiers, etc., qui disent qu'ils refusent, mais en même temps, la 30e semaine de manifestations importantes, il y a plus de 30 000 personnes, 130, 140 000 personnes qui manifestent à chaque fois. Donc, et sans que Netanyahou ne bronche, malgré l'attaque cardiaque qu'il a eue et puis et qu'il a repris. Et il a repris le poste, mais n'empêche que effectivement, même euh, chez les Israéliens, je dirais, cet État, ce gouvernement est très mal vu et très peu soutenu. Même Yair Lapid dit, et puis des responsables même qui disent que de toute façon, Netanyahou va mener Israël à sa fin. Mhm. Donc voilà, ça c'est la situation. Euh, bon, alors, toi, tu Alors, voulais parler. si tu veux bien, oui, je voudrais qu'on parle un petit peu du reste de la planète, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de sujets à évoquer. Il y a notamment le sommet Russie-Afrique, qui a eu lieu récemment à Saint-Pétersbourg, dans un contexte où il y a eu un coup d'État récemment au Niger. Hein. C'est un troisième pays Hum, qui vient de connaître un coup d'État militaire hum, après le Mali et le Burkina Faso. Est-ce que tu peux nous hum. parler de cette situation internationale aussi? Alors, effectivement, Poutine a reçu tous les chefs d'État africains, vraiment de manière très, très superbe et très positive. Et il a parlé de la solidarité entre les peuples, il a parlé effectivement du respect de tous les peuples, hein. Et puis que l'importance de respect de la souveraineté et de respect de la, comment dire, de la, de l'autosuffisance. Et en fait, là, il a parlé aussi du fait que ce n'est pas la Russie qui a arrêté la livraison il a expliqué le fait que c'est pas la Russie qui a arrêté la livraison des céréales aux pays africains, mais c'est que la Turquie qui était chargée effectivement de le faire, la Turquie a livré toutes les céréales aux pays riches, hein, et que les pays africains n'ont rien reçu. Et là, il a dit qu'il s'engageait à donner des céréales, hein, des millions de tonnes, en fait, il disait, aux pays les plus pauvres, en fait, gratuitement, mais qu'il continuait par des voies différentes, hein, la livraison des céréales à tous les pays d'Afrique. Et en fait, pendant ce temps, effectivement, il y a eu des discours des chefs des pays africains, notamment Ibrahim Traoré, le nouveau dirigeant du Burkina, qui est du Burkinabé, qui a été vraiment le plus frappant, je dirais, parce qu'en fait, il parlait à tout le monde en disant bonjour tous les camarades, nous sommes un continent riche, très riche, et nous devons travailler pour notre indépendance, pour notre
souveraineté, et puis surtout prendre en main toutes nos richesses. Et nous devons aussi nous serrer les coudes entre nous. Il faut que aujourd'hui, le continent africain doit être un continent acteur dans la vie sociale du nouveau monde. Alors ça s'est Et traduit de d'ailleurs, manière ça très va dans ce concrète. sens. Ça s'est traduit de manière Oui, très concrète suite au coup d'État au Niger, puisque la France assez mollement a menacé le Niger d'intervention militaire, mais c'est surtout la CEDEAO, le groupement de mm, pays d'Afrique de l'Ouest, qui a menacé le Niger d'une intervention armée. Ce à quoi ont répondu le Mali et le Burkina Faso. Ces deux pays ont répondu qu'ils se tiendraient aux côtés du Niger dans le cadre ah oui, d'une telle confrontation. Donc ça ils c'est assez considéreraient nouveau. que c'est une agression contre eux et que eux, ils se mettent aux côtés effectivement du Niger. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a été tout de suite affiché au Niger, c'est la solidarité du peuple avec le nouveau président, parce que le dernier président, le président qui était en poste, c'est l'ami de l'Europe en fait, l'ami des Occidentaux. Et là, le nouveau, apparemment, bon, ils l'ont salué. Il est très populaire. Et puis, ils ont tout de suite levé les drapeaux russes, hein, en fait, les drapeaux russes et des drapeaux, et en disant, bon, aux Français d'aller dehors. Mhm. D'ailleurs, Alors il y a eu des manifestations actuellement, la effectivement. France évacue ses ressortissants Oui, aujourd'hui. suite notamment donc à la manifestation qui a eu lieu devant l'ambassade de France, manifestation pendant laquelle donc, effectivement des slogans pro-russes et anti-français ont été scandés. Mm. Donc dans les médias occidentaux, on parlait de manifs non spontanés. Or, lorsqu'on voit les images, on voit des panneaux écrits à la main avec notamment des fautes de françaises qui tranchent avec toutes les manifestations des révolutions colorées et des Je suis Charlie, où on voit bien des Mm. pancartes imprimées à l'avance et très standardisées. Donc ça fait un peu Ouais. rire, c'est toujours la charité qui se fout de l'hospice. Mais donc c'est vrai que le Niger, c'est un pays assez important dans le précaré français en Afrique, comme on l'appelait, les suites des anciennes colonies françaises, puisque le Niger est un pays qui possède des mines d'uranium assez importantes. Et puis, Uranium, or, diamant, et vraiment, c'est un pays très riche. Et comme tous les pays africains, ils sont très riches, mais alors, ils ont un sous-sol très riche, mais qui est pillé par les Occidentaux, et les gens peuvent vivre très pauvrement. alors, Donc, une pauvreté totale, quoi. pillé notamment parce que la France achète via le franc CFA ses matières premières à ces Aussi, pays-là. Et alors qu'on parle d'une dédollarisation de l'économie du monde, il y aura ouais. peut-être bientôt une dé-françaicisation, si on peut me De toute permettre l'expression. façon, aujourd'hui, en fait, on s'oriente tous vers un traitement avec les monnaies locales de tous les pays et puis avec un autre produit que SWIFT. Et donc, c'est une nouvelle économie qui est en train de se construire, mais avec des bases de respect, pas seulement de respect des économies des pays, mais aussi gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand on a des ressources, bon, on les vend et on a le revenu important où on les fait fabriquer, on les transforme sur place pour gagner de la plus-value, etc. Mais on n'exporte pas rapidement tout de suite la matière première telle qu'elle est et à bas prix et pour que le peuple n'en profite pas. Enfin, c'est quelque chose d'assez fou, quoi. Mhm. Bon, je veux dire, bah, ceci face effectivement à tous les projets de la route de la soie et de la ceinture de soie, de la soie, les projets chinois, mais aussi les projets russes, en fait, d'investissement en Afrique, hein, ben, il y a quand même une très grande différence entre ce qui était en fait européen et ce qui est en train de se faire ou ce qui est déjà fait aussi par les Chinois et les Russes, qui sont plus des projets de développement réel du pays et du développement de l'économie et de l'autonomie Mhm. des peuples. Donc ça, c'est
Et puis les peuples africains le comprennent très vite et ils vont dans ce sens. Mhm. Alors on va parler maintenant de la Scandinavie, si tu veux bien, et, et du Ah, Coran. oui, 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 oui. Alors, effectivement, encore une fois, hier, hein, quelqu'un au Danemark ou en Suède, je sais plus, mais en En tout Suède, je cas, crois. en Suède, il recommence à profaner le Coran et à piétiner, à brûler, etc., malgré d'ailleurs, en fait, le discours qui a été tenu par tous les pays musulmans et tous les peuples, en fait, de condamner ces pratiques d'une part, et puis d'arrêter les relations, de couper les relations et de couper les liens, en fait, les échanges économiques avec la Suède et la Norvège, et la Suède et le Danemark. Les deux pays, d'ailleurs, et leur ministre des Affaires étrangères, comme comment dire, les ambassadeurs se sont excusés en disant c'est aussi notre opinion, on n'est pas d'accord avec ce type de pratique, etc. Mais encore une fois, ils ont autorisé, la Suède a autorisé encore une fois la profanation du Coran. Samahat al-Sheikh Nasrallah appelle à tous les jeunes, déjà tous les pays musulmans, à défendre le livre sacré, d'une part, et puis à rompre les relations avec la Suède et le Danemark, de rompre les échanges commerciaux aussi avec la Suède et le Danemark, et de toute manière appelle tous les peuples, tous les musulmans à asséner comment dire, la bonne correction, je dirais, à ceux qui font ces actes, à défendre le Coran. Mhm. Donc, ça, c'est aussi, personnellement, je pense que c'est une provocation qui est faite systématiquement par des éléments sionistes, hein, qui veulent absolument qu'il y ait dévié comment dire, dévier le regard et dévier l'attention sur quelque chose de plus et transformer les guerres en guerres de religion plutôt que ce soit en guerre, alors qu'elles sont des guerres économiques, hein, et que de pillage et euh, Colonisation. de colonisation, effectivement. Alors on va clore ce site-rep en parlant du duel nucléaire entre la Russie et les USA. Oui, C'est quelque chose dont tu me parlais en préparant cette émission. oui. Je pense qu'il est important de savoir que la Russie est la première force nucléaire mondiale, chose qu'on ne le sait pas. On a tendance à penser que c'est les États-Unis. Or, en fait, c'est plutôt la Russie qui est la première force mondiale. Et puis, les États-Unis viennent après, bien après, ça d'une part. D'autre part, la Russie, elle agit aussi je dirais, elle agit avec parcimonie. Mais en fait, là, il est clair qu'il n'y aura pas moyen de défaire la première force nucléaire mondiale, hein. Elle ne sera pas défaite, hein, ni en Ukraine ni ailleurs, mais c'est un jeu de dissuasion, sauf si les Américains prennent la folie et puis se disent on joue le tout pour le tout, parce que de toute manière, ils sont loin, puisqu'ils jouent avec le sang des Européens en, en, en Europe et en Ukraine et ailleurs, en fait, même en Russie. Et eux, ils sont loin. Donc, jusqu'à présent, il n'y a que les Américains qui ont utilisé la force nucléaire et les bombes nucléaires contre les autres peuples. Et ce sont les gouvernements les plus criminels, en fait, hein, et qui agissent toujours en toute impunité, et qui infligent des sanctions à droite, à gauche, etc., qui s'arrogent le droit de faire ce qu'ils ont
ce qu'ils veulent, alors que ce sont eux qui sont les plus criminels sur cette terre. Euh, donc, il est temps que ça s'arrête, cette impunité des Américains. Alors j'en profite pour parler du film Oppenheimer qui est en ce moment dans les salles, en tout cas aux États-Unis. Je ne sais pas s'il est sorti en France. Et visiblement, ce film, même s'il parle du scientifique qui a inventé la bombe nucléaire aux États-Unis, qui était à l'origine des tests nucléaires pratiqués sur le sol américain au Nouveau-Mexique, malheureusement, ce film ne parle pas du tout des souffrances endurées par les populations locales, notamment d'origine mexicaine et amérindienne, qui n'ont pas du tout été évacuées. On parle de dizaines de milliers de personnes qui ont développé des cancers sur plusieurs générations, sur 4-5 générations jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, le film fait l'impasse sur ce sujet qui est pourtant central dans ce dossier. Euh, Alors, il parle de quoi? il parle du scientifique, de ses états d'âme, etc. Bon, Voilà. il n'a aucun intérêt pour moi. Bien. Ouais. Et alors il y a un autre film que je conseille bien sûr à tous les internautes d'aller voir. Il existe en version sous-titrée en français sur VK. Il n'est pas encore sorti en France, mais il est sorti au Québec dans quelques salles. C'est un film américain qui s'appelle Sounds of Freedom et qui parle du trafic d'enfants, le trafic sexuel d'enfants. Et c'est l'histoire d'un flic qui démissionne de sa hiérarchie aux États-Unis pour aller sauver la sœur d'un enfant qu'il venait de sauver dans un pays d'Amérique du Sud, des enfants qui étaient aux mains de réseaux pédocriminels. Voilà, c'est un film qui a été notamment promu par Mel Gibson et qui fait un tabac aux États-Unis. Malheureusement, il y a un blackout complet dans les médias mainstream, on comprend pourquoi, quand on voit le traitement de l'affaire Epstein. Mais c'est un vrai sujet. Et voilà, et le film, apparemment, je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais le film est très bien fait. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. À cette occasion, je crois quand même qu'il est important de savoir que les réseaux pédocriminels, comme les réseaux de trafic des êtres humains, comme le réseau des trafics d'organes, etc., ce sont des réseaux qui sont tenus par une mafia qui est à travers le monde, mais cette mafia comporte aussi des personnalités très haut placées qui font partie des gens qui décident pour nous, qui décident sur le vaccin, qui décident sur les choses. Ça, il faut peut-être ouvrir un peu les yeux pour voir tout ceci, parce que ce sont toujours les mêmes, ce sont les Rothschild, les Bill Gates, etc., etc. Donc, c'est important. On a vu, il y a eu énormément de vidéos qui dénonçaient ça par rapport au vaccin anti-Covid, hein, et par rapport à cette création du corona, en fait, cette invention, je dirais, du corona. Bon, peut-être qu'il faut aussi voir de ce côté, du côté des réseaux pédocriminels, etc. Oui, Et ça montre en tout cas, ça du montre, trafic des personnes, parce qu'il y a toujours des problèmes aussi de réfugiés, de trafic de gens. Ouais, ça pardon. montre effectivement l'immoralité, la moralité des élites occidentales, hein, pour ainsi dire. Voilà, effectivement, une Des raison de élites plus de l'oligarchie, en fait, des oligarchies occidentales et effectivement le fric, le fric, le fric. Voilà. donc une raison de plus pour lutter pour la vérité et pour plus de justice dans ce monde. Aïssar Midani, merci beaucoup pour toutes les informations que tu nous as livrées dans ce site web. Merci beaucoup également pour tes analyses, toujours pertinentes et intéressantes. Et je te donne rendez-vous dans 10 jours. Merci à toi et merci à tous les internautes qui nous ont écoutés. N'oubliez pas de vous abonner parce que je n'arrive pas à distribuer. Là, c'est de plus en plus difficile de distribuer à tout le monde. Vraiment. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.